Bienvenue dans notre nouvelle série consacrée à l'une des figures les plus fascinantes de l'Antiquité, Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Aujourd'hui, nous plongeons dans ses origines, son éducation et la guerre fratricide qui a forgé son destin. C'est l'histoire d'une femme qui, bien avant de devenir une légende, était une princesse luttant pour sa survie. Bien avant que son nom ne traverse les siècles, avant les batailles, les alliances et les passions qui allaient bouleverser le destin de Rome et de l'Égypte, Cléopâtre s'est naquit en 69 avant notre ère, dans le faste du palais royal d'Alexandrie. Elle était une descendante directe de la dynastie des Ptolémées, une lignée de Grecs macédoniens arrivés en Égypte avec Alexandre le Grand près de 3 siècles plus tôt. Ils régnaient sur une terre riche et ancienne, mais souvent depuis leur tour d'ivoire, coupée de la culture locale. Cléopâtre, elle, était différente. Dès son plus jeune âge, elle développa une fascination profonde, presque une obsession, pour l'Égypte elle-même. Elle ne se contenta pas d'être une reine grecque sur un trône égyptien, elle voulut être la reine de l'Égypte. Contrairement à la plupart de ses ancêtres qui s'en tenaient aux Grecs, la langue de la cour, Cléopâtre fit l'effort d'apprendre la langue de son peuple. Mais elle ne s'arrêta pas là. Son appétit pour les langues était insatiable. Elle apprit le grec, bien sûr, mais aussi l'égyptien ancien, l'hébreu, l'araméen, l'éthiopien, et même un peu de latin, la langue des conquérants romains. On disait qu'elle maîtrisait près de 10 langues, un exploit intellectuel rarissime pour un souverain de son époque. Cette polyglottie n'était pas un simple hobby, c'était une arme politique. Elle lui permettait de s'adresser directement à ses sujets, à ses alliés et à ses ennemis, sans l'intermédiaire d'un traducteur. Elle pouvait ainsi sentir le pouls de son royaume et négocier avec une finesse que personne d'autre ne possédait. L'environnement dans lequel Cléopâtre a grandi était tout sauf stable. Son père, Ptolémée XII, surnommé Aulète, le joueur de flûte, était un roi affaibli, constamment menacé. Son trône ne tenait que par la bonne volonté de Rome, une puissance montante dont l'ombre s'étendait sur toute la Méditerranée. Chaque jour, la jeune Cléopâtre voyait son père naviguer entre les complots de la cour, les dettes colossales contractées auprès des banquiers romains et les révoltes populaires qui grondaient dans les rues d'Alexandrie. C'est à cette dure école qu'elle a tout appris. Elle a compris, très jeune, que le pouvoir n'était jamais un cadeau, jamais acquis. C'était une bataille permanente, une lutte de tous les instants où la moindre faiblesse pouvait être fatale. Elle a observé, elle a appris les règles impitoyables de ce jeu dangereux. Quand Ptolémée XII mourut, Cléopâtre n'avait que 18 ans. Selon la tradition ptolémaïque et la volonté de son père, elle devait gouverner conjointement avec son jeune frère, Ptolémée XIII. Il n'avait qu'une dizaine d'années, un enfant roi facilement manipulable par les conseillers avides de pouvoir qui l'entouraient, notamment l'eunuque Potin et le général Achilla. Très vite, cette corégence se transforma en un véritable champ de bataille. Les tensions devinrent explosives. Cléopâtre, forte de son intelligence et de son ambition, voulait régner seule, imposer sa propre vision pour l'Égypte. De l'autre côté, le clan de son frère, sentant son influence menacée, cherchait à l'évincer à tout prix. La cour d'Alexandrie se divisa. Les grands prêtres, les généraux, les riches marchands, tout le monde devait choisir son camp dans cette guerre fratricide. La situation s'envenima jusqu'au point de non-retour. En 48 avant notre ère, un coup d'État, orchestré par les conseillers de Ptolémée XIII, réussit à chasser Cléopâtre d'Alexandrie. La jeune reine, déchue, fut forcée de fuir. Elle s'exila dans les sables arides du désert, trouvant refuge jusqu'en Syrie. Mais elle n'était pas vaincue. Accompagnée seulement de quelques fidèles, elle ne perdit pas de temps à pleurer sur son sort. Animée par une volonté de fer, elle commença immédiatement à rassembler une armée de mercenaires, prête à marcher sur l'Égypte et à reprendre par la force ce qui y appartenait de droit. Elle était déterminée à reconquérir son trône, quel qu'en soit le prix. C'est à ce moment précis, alors que Cléopâtre préparait sa contre-offensive, qu'un événement extérieur vint bouleverser l'équilibre du monde et changer son destin à jamais. Jules César, le plus grand général de Rome, fraîchement victorieux de son rival Pompée lors de la bataille de Pharsale, débarqua en Égypte. Officiellement, il venait pour arbitrer le conflit politique entre Cléopâtre et son frère. Mais il avait aussi une autre raison, plus pragmatique, réclamer les dettes astronomiques que le père de Cléopâtre, Ptolémée Aulète, avait contractées auprès de Rome pour maintenir son pouvoir. César arrivait en Égypte non seulement en médiateur, mais aussi en créancier. Pour Cléopâtre, exilée et militairement inférieure, l'arrivée de César était une opportunité unique, une chance inespérée de renverser la situation. Elle comprit instantanément qu'elle ne pourrait jamais retrouver son trône par la seule force des armes face à l'armée de son frère qui contrôlait la capitale. Sa seule chance était d'obtenir le soutien de César. Elle devait le rencontrer, le convaincre, le séduire politiquement. Mais comment faire ? Le palais d'Alexandrie, où résidait le général romain, était une forteresse gardée par ses pires ennemis. Chaque porte, chaque couloir était sous la surveillance des hommes de Ptolémée XIII. Y entrer était suicidaire. Face à cet obstacle apparemment insurmontable, Cléopâtre ne se découragea pas. Au contraire, son esprit vif et créatif élabora un plan d'une audace folle, un stratagème qui allait marquer l'histoire et forger sa légende. Elle n'allait pas entrer dans le palais par la force, mais par la ruse. Elle allait se présenter à César d'une manière qu'il n'oublierait jamais. La suite, vous la connaissez peut-être, l'épisode du tapis. Mais comment cela s'est-il réellement passé ? Et qu'est-ce qui a fait basculer le cœur et l'esprit du plus puissant homme de Rome ? C'est ce que nous découvrirons dans la deuxième partie de notre série. Ne la manquez pas. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.
La nuit tombait sur Alexandrie. Et la nuit tombait sur Alexandrie. Imaginez la scène, un serviteur robuste, mais discret, traverse les quartiers du palais, un grand tapis roulé sur l'épaule. À l'intérieur, silencieuse, le cœur battant, se cache une jeune femme de 21 ans. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Cléopâtre, la reine déchue. Elle sait que ce stratagème fou, cette audace incroyable, peut lui coûter la vie en un instant, ou lui rendre son royaume. Le serviteur parvient jusqu'aux appartements privés de l'homme le plus puissant du monde à cette époque, Jules César. Le tapis est déroulé. La jeune reine en sort, droite, fière, le regard perçant, ses cheveux noirs coiffés à la perfection. César, un homme de 52 ans, général habitué à tout voir, est d'abord surpris. Puis, immédiatement, impressionné. Il comprend en un clin d'œil que cette femme n'est pas une suppliante ordinaire. Elle a l'esprit d'un stratège, l'aura d'une reine de droit divin et le courage d'un chef de guerre. Elle ne vient pas mendier, elle vient négocier d'égal à égal. La conversation dure toute la nuit. Elle lui parle de l'Égypte, de sa légitimité, de la corruption qui ronge le royaume sous la coupe des conseillers de son frère. Elle le séduit, non pas seulement par sa beauté, mais par son intelligence, sa culture et son ambition dévorante. Au lever du soleil, César a pris sa décision. Il est convaincu qu'elle est la seule capable de diriger l'Égypte de manière stable et de garantir les intérêts de Rome, notamment l'approvisionnement en blé. Il annonce donc qu'il la soutient. Cette décision met le feu aux poudres. Les partisans de Ptolémée XIII, furieux de voir leur marionnette royale menacée, déclenchent une guerre civile. Alexandrie, la perle de la Méditerranée, devient un champ de bataille. Les rues se transforment en pièges mortels, les factions s'affrontent avec une violence inouïe. Les légions de César, en infériorité numérique, sont assiégées dans le palais royal. La guerre d'Alexandrie dure plusieurs mois. C'est un conflit brutal, urbain, plein de rebondissements et de trahisons. Des incendies ravagent des quartiers entiers. C'est durant ces affrontements que, selon certains récits antiques comme ceux de Plutarque, une partie de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie aurait brûlé. Imaginez la perte, des milliers de rouleaux de papyrus, des siècles de savoir, de philosophie, de science, qui partent en fumée. Le chaos dévore la ville. César lui-même manque de se noyer en fuyant un assaut. Il doit nager à travers le port, son épée entre les dents et ses précieux écrits tenus hors de l'eau d'une main. Finalement, avec l'arrivée de renforts romains, le sort de la bataille bascule. Les troupes de Ptolémée XIII sont écrasées lors de la bataille du Nil. Le jeune roi, âgé d'Axangraphe peine 15 ans, tente de s'échapper en traversant le fleuve, mais sa barque, surchargée de fuyards, chavire. Il se noie, son armure en or l'entraînant vers le fond. La guerre est terminée. Cléopâtre, grâce à l'intervention décisive de César, est rétablie sur son trône. Pour respecter la tradition ptolémaïque, elle doit épouser son plus jeune frère, Ptolémée XIV, qui n'a alors qu'une douzaine d'années. Mais ce n'est qu'une formalité. Le véritable pouvoir est entre ses mains. César, victorieux, reste encore plusieurs mois en Égypte. Ce séjour n'est pas seulement politique. Une relation passionnée naît entre le général romain et la reine égyptienne. Leur alliance devient une romance. Ce n'est pas juste une idylle, c'est une fusion de pouvoir, d'ambition et de fascination mutuelle. Ils naviguent ensemble sur le Nil à bord d'une barge luxueuse, découvrant les merveilles de l'Égypte ancienne. Pour Cléopâtre, c'est l'occasion de montrer la richesse et la puissance de son royaume. Pour César, c'est une pause bienvenue après des années de guerre civile. Peu de temps après le départ de César, un enfant naît de cette union. Il est nommé Ptolémée XV César, mais l'histoire le retiendra sous le surnom que lui donne le peuple d'Alexandrie, Césarion, le petit César. Pour Cléopâtre, cet enfant est tout. Il est la preuve vivante de son lien avec Rome, l'héritier potentiel d'un empire immense qui pourrait un jour unir l'Orient et l'Occident, unissant le sang des pharaons à celui du plus grand des Romains. Elle le présente comme une divinité, le fils d'Isis et l'incarnation d'Horus. C'est un coup de génie politique. En 46 avant notre ère, Cléopâtre prend une décision audacieuse. Elle se rend à Rome, officiellement pour signer un traité d'alliance. Elle s'installe dans une somptueuse villa que César met à sa disposition, de l'autre côté du Tibre. Elle arrive avec sa cour, ses serviteurs, et surtout, avec le petit Césarion. Son arrivée fait l'effet d'une bombe. Rome, la république fière et austère, voit débarquer une reine étrangère, richissime, exotique, et maîtresse de leur dictateur. Son influence est palpable. Les femmes romaines, fascinées, imitent sa coiffure et son style. Après l'assassinat de Jules César, le pouvoir à Rome est une poudrière. Deux hommes s'affrontent pour son héritage. D'un côté, il y a Octave, le fils adoptif de César. Il est jeune, froid, calculateur, un stratège méthodique qui voit le pouvoir comme une partie d'échecs. De l'autre, il y a Marc-Antoine. Un général brillant,
Un homme du peuple, charismatique, impulsif et surtout, l'ami le plus fidèle de César. Le choc entre ces deux titans était inévitable. Pour financer sa grande campagne militaire en Orient contre les Parthes, Antoine a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Il se tourne alors vers la plus riche des souveraines de la Méditerranée, Cléopâtre, reine d'Égypte. Il la convoque à Tars, en actuelle Turquie, pensant sans doute la voir arriver en suppliante. Il se trompait lourdement. Cléopâtre ne vient pas en vassal. Elle arrive en reine, en déesse. Imaginez la scène, un navire royal somptueux, avec des voiles pourpres et des rames d'argent. La coque est recouverte d'or et scintille sous le soleil. Des parfums exotiques embaument l'air sur des kilomètres à la ronde. Et au milieu de ce spectacle inouï, Cléopâtre est assise sur un trône, habillée comme Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, entourée de serviteurs déguisés en Cupidon. Elle ne vient pas demander, elle vient offrir une alliance, d'égal à égal. La démonstration de puissance est totale. Marc-Antoine, le soldat endurci, est complètement subjugué. Il tombe immédiatement sous le charme de cette femme qui allie une intelligence politique redoutable à une aura quasi divine. Pour elle, cette rencontre n'est pas qu'une simple séduction. Elle a besoin d'un protecteur puissant pour l'Égypte, et elle voit en Antoine le partenaire idéal, un homme capable de rivaliser avec Rome et de garantir l'indépendance de son royaume. C'est le début d'une passion qui va secouer le monde antique. Leur relation dépasse rapidement le cadre politique. Ils deviennent amants, puis forment un véritable couple. Ensemble, ils ont 3 enfants, les jumeaux Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, puis Ptolémée Philadelphe. Antoine, fou d'amour, va jusqu'à offrir à Cléopâtre des territoires romains, comme Chypre, la Crète et des parties de la Syrie. C'est un cadeau royal, mais aussi une provocation immense pour Rome. À Alexandrie, il mène une vie fastueuse. Il se présente non pas comme un général romain et sa maîtresse, mais comme un couple royal, les nouveaux Isis et Osiris. Il crée une dynastie gréco-égyptienne, un mélange culturel unique, une sorte de nouveau centre du monde qui rivalise ouvertement avec Rome. Ils organisent des fêtes somptueuses, des banquets qui durent des jours, incarnant une vie de plaisir et de pouvoir. Mais cette ostentation est aussi une stratégie politique. Il montre au monde oriental qu'une alternative à la domination romaine est possible. Pendant ce temps, à Rome, Octave observe tout ça avec un mélange de rage et de jubilation. Cette liaison est du pain béni pour sa propagande. Il lance une campagne de diffamation d'une violence inouïe. Il dépeint Antoine non plus comme un héros romain, mais comme un homme faible, efféminé, complètement manipulé par une reine étrangère dépravée. Il l'accuse d'avoir renié ses origines, d'avoir trahi Rome pour les beaux yeux d'une Égyptienne. Chaque fête à Alexandrie est décrite à Rome comme une orgie, chaque décision politique comme une trahison. La tension monte jusqu'au point de rupture. Octave, avec un coup de génie politique, ne déclare pas la guerre à Antoine, son rival romain. Non, il déclare officiellement la guerre à Cléopâtre. C'est une manœuvre incroyablement habile. En faisant cela, il transforme une guerre civile romaine en une guerre contre un ennemi extérieur. Cléopâtre devient l'ennemi public numéro 1, la menace étrangère qui veut détruire les valeurs romaines. Antoine est alors piégé, soit il abandonne Cléopâtre, soit il devient un traître à sa patrie. Il choisit l'amour et la loyauté. L'affrontement final a lieu en septembre de l'an 31 avant notre ère, dans la baie d'Actium, sur la côte ouest de la Grèce. C'est l'une des plus grandes batailles navales de l'Antiquité. D'un côté, la flotte immense et puissante d'Octave, commandée par son brillant amiral Agrippa. De l'autre, la flotte combinée d'Antoine et de Cléopâtre. Leurs navires sont plus lourds, plus lents, mais ce sont de véritables forteresses flottantes. Le jour de la bataille, le vent ne leur est pas favorable. Les navires égyptiens peinent à manœuvrer. La flotte d'Agrippa, plus agile, les encercle méthodiquement. Le piège se referme. Cléopâtre, depuis son navire amiral, comprend que la bataille est perdue. Plutôt que de tout sacrifier, elle prend une décision pragmatique de souveraine. Elle ordonne à son escadre de forcer le blocus et de s'enfuir pour sauver ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire le trésor royal et une partie de la flotte. Antoine, voyant le navire de Cléopâtre quitter le champ de bataille, commet l'irréparable. Est-ce qu'il croit qu'elle le trahit? Ou est-ce que, dans un geste désespéré d'amour, il ne peut supporter l'idée d'être séparé d'elle? Nul ne le sait avec certitude. Mais il abandonne ses hommes, son commandement, son honneur, et il la suit dans sa fuite avec une poignée de navires. Pour les milliers de soldats et de marins qui se battent encore pour lui, c'est une trahison incompréhensible. L'armée, privée de son chef, se démoralise et se rend en masse. La bataille d'Actium est une déroute totale. C'est la fin de leur rêve de grandeur. Le couple retourne en Égypte, brisé. Leur prestige est anéanti. Le monde entier sait qu'Octave est désormais le seul maître. Implacable, il avance vers l'Égypte, prenant les villes les unes après les autres. Antoine tente de rassembler les dernières troupes qui lui sont fidèles, mais ses soldats,
sentant le vent tourner, déserte par milliers pour rejoindre le camp du vainqueur. Il est seul, abandonné de tous, sauf d'elle. Alors que les légions d'Octave sont aux portes d'Alexandrie, une rumeur tragique parvient aux oreilles d'Antoine. Cléopâtre se serait donné la mort. C'est une fausse nouvelle, peut-être lancée par la reine elle-même pour se protéger. Mais Antoine y croit. Anéanti par le chagrin et le déshonneur, il ne voit plus qu'une seule issue. Il demande à son serviteur de le tuer, mais celui-ci se suicide plutôt que d'obéir. Alors, Antoine se jette lui-même sur son épée, comme le veut la tradition romaine pour un chef vaincu. La blessure est mortelle, mais il ne meurt pas sur le coup. Il agonise. On l'informe alors que Cléopâtre est toujours en vie. Elle s'est enfermée dans son mausolée, un tombeau monumental qu'elle s'était fait construire. Dans un dernier effort, ses gardes transportent son corps ensanglanté jusqu'au pied du mausolée. Cléopâtre et ses servantes le hissent à l'intérieur avec des cordes. Marc-Antoine meurt dans les bras de la femme pour qui il a tout perdu, en lui murmurant ces dernières paroles. Cléopâtre est maintenant seule face à son ennemi juré, Octave. Elle tente de négocier. Elle espère peut-être sauver le trône pour ses enfants. Mais elle comprend vite qu'Octave n'a aucune pitié. Ce qu'il veut, c'est l'humiliation suprême. Il veut la capturer vivante, la ramener à Rome et l'exhiber enchaînée dans les rues lors de son triomphe, comme le plus précieux de ses trophées de guerre. Pour cette reine fière, descendante des Ptolémées et d'Alexandre le Grand, c'est un sort pire que la mort. Elle ne l'acceptera jamais. Elle prépare alors sa sortie. Elle demande qu'on lui apporte ses plus belles robes, ses bijoux royaux. Puis, elle fait ce que la légende a immortalisé. Elle se fait livrer un panier de figues, cachant à l'intérieur un aspic, un cobra égyptien, symbole de la royauté divine et passeport pour l'immortalité. Elle se laisse mordre par le serpent sacré. D'autres sources, peut-être plus plausibles, suggèrent qu'elle a utilisé un poison foudroyant qu'elle gardait dans une épingle à cheveux. Peu importe la méthode, le résultat est le même. Quand les gardes d'Octave forcent enfin les portes du mausolée, ils la découvrent, sans vie, allongée sur son lit d'or, parée comme pour un couronnement, avec le regard fixé vers l'éternité. Elle est morte en reine, invaincue dans sa défaite. Octave, furieux de se voir privé de son trophée, se venge sur sa descendance. Césarion, le fils qu'elle a eu avec César et qui représentait une menace pour son statut d'unique héritier, est traqué et exécuté sans pitié. Les enfants qu'elle a eus avec Antoine, eux, sont épargnés. Ils seront emmenés à Rome et élevés par la propre sœur d'Octave, qui était aussi l'épouse légitime qu'Antoine avait abandonnée. Ainsi s'éteint la dynastie des Ptolémées et l'Égypte devient une simple province romaine. Mais si Cléopâtre a perdu la guerre, elle a gagné la postérité. Elle fut la dernière reine d'Égypte, une femme d'une intelligence et d'une ambition hors normes, qui a défié les hommes les plus puissants de son temps, et dont l'histoire, le mythe et la légende continuent de nous fasciner, plus de 2000 ans après sa mort. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.